partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine Wangila Info en compagnie de Edni et Lamba Banamboka. Ouvrons notre magazine avec le séminaire de renforcement de capacité pour le gouvernement dont le go a été donné par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Suivons cet élément. Il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices de quelques autorités morales que ce soit, ni pour vous conformer à la logique de vos partis. Un seul leitmotiv doit vous animer, celui de faire tout ce qui est possible pour améliorer les conditions sociales de nos populations. Comme de véritables guerriers, vous êtes tenus d'obtenir des résultats concrets. C'est d'ailleurs, vous le devinez, l'objectif de ce séminaire gouvernemental qui doit permettre aux uns et aux autres de s'approprier les débats multiformes auxquels vous êtes invités à participer pleinement et qui sont autant de défis auxquels vous allez faire face pour concrétiser ma vision en la traduisant en des objectifs et résultats précis au profit du peuple. Dans ce nouveau cadre de gouvernance publique axé sur les résultats, ce séminaire sera aussi l'opportunité d'affirmer l'importance de l'évaluation des actions prises pour s'assurer de leur mise en œuvre effective et de leur impact potentiel sur nos populations. Comme je l'ai déjà annoncé à plusieurs reprises, l'exécution du programme de gouvernement et des programmes de gouvernement provinciaux sera désormais suivie et évaluée semestriellement afin de nous assurer que les actions découlant des politiques publiques retenues dans les secteurs de la vie nationale contribuent effectivement à améliorer les conditions de vie de notre peuple. La nécessité de l'évaluation régulière. Séminaire qui se déroule au Fleuve Congo Hôtel où les membres du gouvernement sont outillés par rapport à la bonne gestion de leur portefeuille. Le chef de l'État continue dans sa lancée suivante. De nos politiques publiques s'impose, tenant compte de l'existence des structures, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de mon cabinet qui en ont le mandat. Pour votre information, et afin de répondre au devoir de redevabilité qui m'incombe en tant que seul comptable du bilan de ma mandature devant la nation à l'échéance 2023, j'avais décidé de me doter d'un outil de recueil d'informations, d'analyse et d'anticipation pour accroître la réactivité dans la mise en œuvre des actions du gouvernement. C'est ainsi que, depuis le 19 mars 2020, j'ai créé au sein de mon cabinet un service spécialisé dénommé le Conseil présidentiel de veille stratégique, en sigle CPVS, qui a pour mission principale d'assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de mes engagements contenus dans le programme du gouvernement. Le CPVS est aussi un mécanisme d'alerte, un système informationnel qui me permet d'être proactif, essentiellement dans le processus de prise de décisions correctives. À ce jour, des points focaux ou personnes références ont été identifiés dans les différents ministères, entreprises et services publics et travaillent en parfaite synergie avec cette structure du CPVS. Je vous exhorte à ne pas briser cet élan car c'est notamment par ce canal que je pourrai à tout instant avoir le niveau de mise en œuvre de mes engagements et promesses.
Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, quels sont les éléments conjoncturels et économiques de la République démocratique du Congo? 11e réunion suivant ces éléments. Nous avons tenu notre 11e réunion effectivement autour du Premier ministre. Nous avons constaté que le taux de change est resté stable, autour de 1988 francs congolais pour $1 à l'officiel et 2022 francs pour $1 au parallèle. Nous avons aussi une augmentation de la réserve de change de plus ou moins 6,25%, passant à 5,37 semaines. Et notre objectif poursuivi est d'atteindre les 3 milliards de réserves de change afin d'avoir au moins 3 mois de réserve. Alors, nous avons également parlé de la question des produits de première nécessité qui a été exposée par le ministre de l'économie. Celui-ci a fait état de la rencontre qu'il a eue avec les directeurs généraux des entreprises et cela a confirmé le fait que la baisse des prix doit être effective incessamment et la baisse a déjà commencé. Madame la ministre de l'Emploi a également exposé concernant la formalisation du secteur informel et elle a donné une feuille de route pour exécuter ce travail et le Premier ministre a demandé que ce travail puisse être approfondi avec le ministre de l'économie et avec les ministres sectoriels. Elle nous a également fait part du risque de grève au niveau des transporteurs routiers et le Premier ministre a accordé l'autorisation pour qu'elle puisse organiser une tripartite avec les employeurs et les conducteurs de manière à éviter toute grève dans ce secteur. Nous nous sommes également apaisantis sur la question des produits pétroliers, du coût des produits pétroliers, particulièrement dans le secteur sud. Le ministre de l'économie a été chargé de poursuivre les négociations et nous avons pris l'option d'examiner en profondeur la question des manques à gagner et le gouvernement pourra aller progressivement vers la vérité des prix. Et enfin, il a été constaté que depuis la semaine dernière, le taux de contamination de Covid a diminué et le Premier ministre exhorte la population à poursuivre le maintien des mesures. Une délégation des FARDC en Ituri pour une audit au sein des forces armées, suivant cet élément. Le séjour de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amici Kumba Gabriel à Bougnan, chef-lieu de la province de l'Ituri et siège de l'état-major de la 32e région militaire, n'est pas du tout repos. Mercredi 21 juin 2021, la délégation de l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo, sous sa conduite, a procédé à l'audit de la commission d'achat en cette période de l'état de siège à la 32e région militaire, composée des membres de l'état-major, base logistique régionale, secteur opérationnel Ituri, direction régionale des services d'éducation civique et action sociale, en sigle SECAS. Après contrôle et vérification de l'authenticité des documents référentiels, des fonds et certaines pièces justificatives, il s'est avéré des anomalies, preuve des malversations et des détournements avérés. Notez que ces détournements de fonds publics destinés à l'armée pour l'accomplissement de sa mission régalienne ternissent l'image des forces de défense et de sécurité. Et pour mettre fin à toutes ces pratiques d'antivaleurs qui ternissent l'image de notre armée et dénotent le marque du patriotisme dans les chefs de certains chefs militaires, les auteurs de ces détournements à la 32e région militaire, sous ordre de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amici Kumba Gabriel, sont mis à la disposition de la justice à l'auditorat militaire et mis en prison pour répondre de leurs actes. Il s'agit de colonel Land Walter, commandant adjoint en charge de l'administration et logistique à la 32e région militaire. Colonel Diama Josué, directeur régional des services d'éducation civique et action sociale, SECAS.
Lieutenant-colonel Mukanda Salebombo, directeur administratif à la 32e région militaire. Lieutenant-colonel Kimfuta, T4 du secteur opérationnel Ituri, 32e région militaire. Major Sadiki Delphin, commandant de la base logistique centrale de la 32e région militaire. Commissaire supérieur principal, Kamboloa Mumbwe Laurent, assistant du vice-gouverneur Ituri. Lieutenant-colonel Love Zeoula, TD secteur Ituri. Capitaine Patrick Kimenesa, secrétaire à la 32e base logistique régionale. Le contrôle continue. Le bureau de la FAO à Genève confirme que la COVID-19 a des impacts dévastateurs sur la sécurité alimentaire mondiale. Suivant ses propos. Je pense qu'il faut effectivement tirer la sonnette d'alarme. La situation est en effet très sérieuse. Et ce qui est clair, c'est que même avant la pandémie de Covid-19, nous n'étions déjà pas en bonne voie pour éliminer la faim et la malnutrition sous toutes ses formes dans le monde d'ici 2030. Et ce qui est clair, c'est que la pandémie a rendu cet objectif plus difficile. La pandémie a exacerbé les tendances que nous observions. Et si on regarde les chiffres qui font effectivement l'objet du rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, on voit qu'il y a eu une forte augmentation au cours de l'année dernière, puisque nous estimons qu'il y a en 2020, qu'il y a eu en 2020 entre 720 et 811 millions de personnes en situation de sous-alimentation. Donc, si on prend la fourchette intermédiaire, on a 768 millions de personnes qui sont en situation de sous-alimentation. Donc, si maintenant on regarde effectivement le nombre de personnes qui ont eu des difficultés à avoir accès à une alimentation stable au cours de l'année écoulée, on voit que ce chiffre est même beaucoup plus élevé, puisque on estime que ce sont en fait 2,37 milliards de personnes qui sont dans cette situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave. Et là, on voit que ce sont 320 millions de personnes supplémentaires qui sont confrontées à cette situation, essentiellement liées à toute une série de paramètres, mais de nouveau qui ont été exacerbés par la situation de la Covid-19. La dot à $500, qu'en pense la présidente de l'Association des femmes architectes de la RDC, suivant sa réaction par rapport au sujet. Je pense que pour moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. Ça va déjà baisser un peu la pression chez les hommes, parce qu'il y a des hommes, en fait, ce poids-là repose en grande partie sur l'homme, parce que c'est lui qui doit chercher, en fait, les moyens et tout de l'argent pour venir doter son épouse. Et de l'autre côté, ça diminuera aussi, à mon humble avis, le nombre de grossesses clandestines, déjà, les grossesses non désirées. Et je pense que ça va quand même améliorer d'une certaine manière, dans une certaine mesure, la vie dans le mariage. Parce qu'il faudrait quand même qu'on se le dise, lorsqu'on fixe une dot exorbitante, je pense que l'homme, lorsqu'il va dans le mariage, il s'attend à certaines choses venant de sa femme. Donc c'est vraiment comme si on rançonnait en fait cette famille, c'est vraiment comme si on achetait la dame. Alors qu'en fait, la dot, c'est vraiment quelque chose de symbolique. Il faudrait vraiment marteler dessus et garder ça. Vraiment que les gens gardent ça dans leur tête et qu'on se dise, ben, voilà, c'est quelque chose de symbolique. Je fais ça parce que j'aime ma femme et parce que bon, je dois la quitter en fait d'un devoir coutumier. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a les femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont réticentes. C'est vrai que c'est un homme qui a emmené cette loi et tout, et elles-mêmes, les femmes ne disent rien. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus les condamner parce qu'en fait, elles ont été conditionnées. On a été conditionnés pendant très longtemps.
Sur la question de la dot, la femme ne sait pas porter sa voix parce qu'elle craint aussi le regard de sa famille. Suivant encore la présidente de l'association des femmes architectes qui complète ses propos. À vivre de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de stéréotypes, on a beaucoup d'interdits et ça freine un peu l'élan des femmes pour qu'elles puissent se prononcer par rapport à certaines choses et tout ça. Et je pense que c'est un processus qui prendra du temps, mais que ça viendra quand même. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se décourager. Ça arrivera, il arrivera un moment où les femmes vont vraiment prendre conscience de ce qu'elles veulent et elles vont oser se lever et parler. Petit à petit, on est en train d'avancer et je pense que c'est un processus qui va finir par aboutir. En même temps, il y a aussi le côté mystique un peu, hein, le côté mystique des coutumes. Il y a certaines coutumes, je donne l'exemple, par exemple, l'exemple des Yandi, où il y a le Kinsudi. Donc, il y a tout ça, ce qui fait que la femme a du mal à s'insurger contre sa famille lorsque la famille impose une certaine somme à l'homme pour qu'il vienne l'épouser. Parce qu'elle a peur de tous les interdits qu'il y a. Donc, il y a tout ça. La proposition de la loi va au-delà de la dot, explique l'honorable député Daniel Mbao. Suivons. Qu'au-delà de ce qui se dit dans la cité, cette proposition de loi ne porte pas qu'essentiellement sur la dot, sur le fiançailles ou sur la polygamie, mais elle porte sur des questions substantielles, fondamentales du droit de la famille, des successions, des régimes matrimoniaux et des libéralités. Les traits marquants de ce texte est sans doute le renforcement de la socialisation du code de la famille qui devient désormais, comme vous allez le remarquer, un texte d'imprégnation sociale et de sécurisation collective. Il construit désormais l'unité dans la diversité, la standardisation dans le foisonnement des réalités traditionnelles éparses qui induisent généralement à un désordre sociétal et à une insécurité juridique, j'aime même dire à une anomie régulatrice qui plonge les jeunes que nous sommes, qui plonge toute une génération dans le désarroi, dans le déboire et dans l'incertitude. Contrairement à ce que d'aucuns affirment, parce que le mal des Congolais, c'est de critiquer un texte sans l'avoir lu, ne serait-ce qu'en diagonale. Contrairement à ce que d'aucuns affirment, les juristes des réseaux sociaux, je ne veux pas utiliser de concept acerbe, la réforme ici tient compte des réalités traditionnelles. Elle ne vient pas ici sabrer la coutume. Non. Cette réforme n'est pas iconoclaste. Ça veut dire une réforme qui va dans les antipodes de nos réalités coutumières et traditionnelles. Pas du tout. Mais par contre, elle permet une forme d'unité, d'harmonisation et de standardisation dans la vue des questions sociétales. Terminons ce magazine par une note de santé. Le centre médical Diamant fait une mise au point par rapport à la vaccination contre la COVID-19. Suivons le docteur Jean-Loup Atta Mboutou. Le centre médical Diamant, qui est un centre médical canadien, mais aussi respectueux
de tout ce qui est règles et réglementations en RDC est bel et bien un centre agréé par le programme élargi de vaccination pour ce qui s'agit de la vaccination contre la Covid-19. Le vaccin administré au niveau du centre médical Tiamant, c'est le vaccin reçu du programme élargi de vaccination qui est l'organe technique du ministère de la Santé. Donc il s'agit du vaccin Shadox 1 SN-CoV-19 que l'on appelle le vaccin AstraZeneca ou encore Covishield ou encore Vaxveria sous d'autres cieux. Donc Shadox 1 SN-CoV-19 n'est rien d'autre que le nom scientifique et c'est ce vaccin-là qui a été mis à la disposition de tous les sites de vaccination retenus par le ministère de la Santé via le programme élargi de vaccination. À ce jour, nous avons déjà un total de 5000 personnes vaccinées. Très chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de notre programme.